Scène, la saga du groupe Genesis, une enquête de Sergio réalisée par Olivier Farines. Et pour présenter cette émission, Culture Rock a donné carte blanche à Lio. Je pense souvent à vous, mais c'est des drôles de rêves que je fais. C'est hasard, je suis une fleur. Il y a un bal au château et les musiciens jouent un foxtrot. On me fait tourner la tête et tous ces soleils me font cligner des yeux. Quelqu'un dit l'Angleterre est à vendre. Vous ne pouvez pas refuser de me l'offrir. Après tout, ce sera aussi mon anniversaire, chérie. Je pense souvent à toi, putain. Et c'est des drôles de rêves que je fais. L'histoire de Genesis débute en 1966 en Angleterre, où la Charterhouse School a sur ses bancs 4 musiciens en herbe. Tony Banks et Peter Gabriel, qui jouent dans un groupe nommé The Gardenwell, et Mike Rutherford et Anthony Phillips, qui jouent dans Vianon. Ils se regroupent en un collectif d'auteurs-compositeurs et forment la première mouture de ce qui deviendra Genesis. Un ancien de l'école, Jonathan King, fameux producteur des 60s, s'occupe d'eux en produisant leur premier disque, From Genesis to Revelation. En 70, Genesis signe avec le label Charisma et son fondateur, Tony Stratton Smith, les prend en main. À cette époque, le groupe se concentre sur la scène et crée une musique qui aimerait donner au rock ses lettres de noblesse en s'appropriant la virtuosité de la musique classique. À la sortie de leur second album, Trespass, Anthony Phillips s'en va et Genesis enrôle un nouveau batteur, ex-enfant acteur, c'est Phil Collins. Oui, Phil Collins. Ses talents de musicien hors pair sont déjà évidents. Where he sat down at the kit, I knew he was a good drummer before he played a note. Peu de temps après, c'est le guitariste Steve Hackett qui les rejoint. Il est recruté à la suite d'une petite annonce passée dans un journal musical. Genesis commence à se faire connaître grâce à des albums ambitieux qui s'inscrivent parfaitement dans le mouvement rock dit progressif. Nursery Crime définit le style du groupe, tandis que Peter Gabriel étudie des jeux de scène inspirés par le spectacle théâtral. C'est en 72 qu'explosent les talents réunis des membres de Genesis avec une tournée mémorable. Lors de ces concerts, Peter Gabriel devient le point de mire du groupe. Il mime des comptines étranges inspirés par le Moyen-Âge. L'album Foxtrot séduit la critique et le public. Et dans Super's Ready, un des morceaux les plus connus, il raconte l'histoire de l'ultime bataille cosmique entre le bien et le mal. Malgré l'aspect visuel, le principal souci de Genesis reste la création musicale. Le groupe conforte sa position avec l'album très lyrique Selling England by the Pound. Il combine l'innovation créative et le succès commercial avec I Know What I Like.
sun leaps down, and I lie on the bench. I can always hear them talk. Slave, I'm just a young mother. You can tell me by the way I walk. Hey Peter, mon cœur est un tam-tam. Si tu m'aimais vraiment, tu marcherais pendant 100 lunes dans la forêt pour retrouver ces vieux sorciers africains qui connaissent tous les secrets du rythme et des tambours. Et puis mon cœur, tu l'exploserais! Au milieu des années 70, l'irrésistible ascension de Genesis est marquée par le double album concept de Lamb Lies Down on Broadway. Sa sortie est suivie d'une tournée mondiale de 6 mois durant laquelle Genesis donne une succession de shows soulignés d'effets de lumière et qui sont illustrés par pas moins de 2000 diapos projetés sur un triple écran. L'archange Gabriel, quant à lui, développe un jeu de scène extrêmement original. C'est du spectacle total. En 75, coup de théâtre. Peter Gabriel annonce son départ de Genesis. Il invoque des raisons familiales, mais surtout artistiques. And I just felt I was getting to be part of the machine, and I also, felt I was becoming a sort of stereotype, sort of rock star. Enfin libre, il prend la décision d'entamer une carrière solo. Il se tourne vers l'expérimentation et en véritable géotrouve-tout musical, il innove en créant un style qui lui est propre. Ainsi, l'ancien chanteur de Genesis réussit-il à garder ses fans de la première heure tout en se faisant respecter par la génération des années 80. Les musiques africaines et sud-américaines influencent sa recherche musicale et Peter Gabriel devient rapidement un pivot essentiel de la world music. Il crée en 86 les Real World Studios qui abritent WOMAD, une organisation qui s'occupe de promouvoir et produire les musiques de groupes de toute nationalité. En ambassadeur rock pour les droits de l'homme, Peter Gabriel se mobilise pour la libération du leader sud-africain Nelson Mandela. Considéré longtemps comme un artiste majeur au public mineur, Peter Gabriel rencontre enfin le succès sur une grande échelle avec son tube marteau-piqueur Sledgehammer. Toujours à l'avant-garde du vidéoclip, il travaille aussi pour le cinéma en composant la bande sonore des films Birdie et La Dernière Tentation du Christ. Peter Gabriel, épris de musique sans frontières, prend toujours des risques. Il est devenu un des musiciens d'exception des années 80 et 90.
En 1975 s'ouvre un second chapitre dans la carrière de Genesis. Quand Peter Gabriel avait annoncé à ses camarades son intention de quitter le groupe, cela signifiait pour beaucoup de fans la fin de l'aventure. Le quatuor restant auditionne de nombreux chanteurs, mais aucun d'entre eux ne fait l'affaire. Et finalement, c'est Phil Collins qui se propose d'essayer. Tentative concluante. Lui, qui était jusqu'ici bien dissimulé derrière sa batterie, est propulsé sur l'avant-scène comme nouveau chanteur. Par chance, il a le même timbre de voix que son prédécesseur. So I never wanted to be a singer. I always wanted the most respectable gig in the group, which was, of course, the drummer. Yeah. I've always felt the singer was the cheapest gig in the band, because all they had to do was look good and wiggle their bum. Le succès artistique et commercial des albums Trick of the Tail et Win and Withering font de 1976 l'année Genesis en Angleterre et un des sommets de sa carrière discographique. Genesis en tournée aux États-Unis notamment remplit désormais des salles entières à la dimension du gigantisme américain. Sur scène, malgré son look d'anti-vedette, Collins prend de l'assurance. En 1977, c'est au tour du guitariste Steve Hackett de tirer sa révérence. Qu'à cela ne tienne, Genesis trouve les ressources nécessaires pour continuer à 3. Ils enregistrent un nouvel album au titre révélateur, And Then There Were Free. Ils ne furent plus que 3. Le trio est désormais renforcé sur scène par la présence de talents extérieurs. Follow You, Follow Me est un énorme tube. Si Genesis réussit à traverser la vague punk, l'album Duke qui paraît en 1980 est loin de faire l'unanimité. Et après ce succès mitigé, il est temps pour Genesis de renoncer à ses a priori des 70s pour puiser des idées nouvelles, beaucoup plus énergiques.
À l'aube des années 80, Genesis s'ouvre à de nouvelles perspectives et chacun des membres privilégie des expériences solo, que ce soit Tony Banks pour ses musiques de film ou Mike Rutherford avec son groupe Mike and the Mechanics. Mais c'est surtout Phil Collins qui va frapper un grand coup en 1981. Alors qu'il se console d'une peine de cœur, il enregistre un album solo en ne se doutant pas de l'itinéraire glorieux qui vient de s'amorcer pour lui. Quelle ne fut pas sa surprise de voir le succès de In the Air Tonight. Sa tension longtemps retenue explose dans l'une des plus célèbres entrées de batterie de l'histoire du rock. L'album Face Value fut la première marche d'un escalier qui l'a conduit au sommet de la renommée. En véritable caméléon aux multiples couleurs musicales, il montre toujours un grand intérêt pour la musique noire. Mais il n'en reste pas moins un mélodiste d'exception. Partant du principe qu'il peut faire plusieurs choses en même temps, Phil Collins cumule les rôles de chanteur, batteur, compositeur et producteur, que ce soit pour Philippe Bellet ou ses amis John Martin et Eric Clapton. Son activité débordante lui permet d'être présent dans de multiples domaines. Il réussit fréquemment à transformer ses coups d'essai en coups de maître. Il ajoute tube sur tube à une collection déjà bien remplie. Mais ce n'est pas parce qu'il est devenu un des numéros 1 du rock qu'il est devenu quelqu'un d'autre du jour au lendemain, bien au contraire. Et son succès en solo n'affecte en rien sa carrière au sein de Genesis. Avec les années 80, Genesis évite les pièges de la routine et devient l'une des forces majeures de la scène musicale, comme en témoigne l'énorme hit Abacab. En s'imposant une permanente remise en question, Genesis est plus imprévisible que jamais en 83 avec l'album Mama. En 86, Invisible Touch reflète bien la maturité et la progression du trio. Genesis, en véritable mastodonte du rock, est toujours présent en tête des classements. Tout en préservant son ancien public, Genesis s'en forge un nouveau, à partir de Teenagers, qui était à peine né à ses débuts. Même s'il y a une différence sensible entre le groupe qui fut l'archétype du rock progressif et le Genesis d'aujourd'hui, le succès est toujours au rendez-vous. So thanks for all the good times as opposed to just the music. The music, we keep getting better.